Donc je dois préciser en guise de préliminaire que j'ai réduit le champ d'action de cette intervention. Dans l'enthousiasme de l'organisation du colloque, j'avais pensé à un moment embrasser une période qui s'étendait des années 80 jusqu'à nos jours, et finalement, compte tenu de l'ampleur et de l'importance du corpus qui se développe à partir notamment du tournant du siècle et du début du XXIe siècle, je vais me concentrer sur une cinquantaine de pièces publiées et ou représentées entre 2000 et 2011 pour la partie la plus contemporaine. Et je commencerai en citant un extrait de la presse périodique britannique disant « Un Macbeth du monde de l'entreprise et des temps modernes » à propos donc de la représentation d'Enron de Lucie Prébeux à Londres en juillet dernier. Unanimement salué par la presse économique, depuis le Financial Times jusqu'au Bloomberg, dont le journaliste affirme « Mon conseil, investissez dans un billet d'entrée ». Cette métaphore financière hasardeuse est d'ailleurs caractéristique d'une dramatisation de la crise des subprimes, depuis 2008 notamment, qui envahit la médiasphère et file la métaphore de l'économie considérée comme un drame humain, un immense, tout ça c'est des citations que j'ai trouvées dans la presse, un immense théâtre où s'expriment passion, ambition et manipulation, et d'une production donc plutôt opportuniste, soucieuse d'exhiber avec complaisance et naïveté les, je cite de nouveau, spectaculaires vanités aux fondements supposés de la nature humaine. Renouvelant l'imaginaire symbolique de la téléologie pessimiste, on l'a vu également hier avec un autre corpus, mobilisant les structures mentales et les dispositions idéologiques susceptibles d'adhérer à toutes sortes de stratégies de boucs émissaires, avant tout désireuses de désigner coupables idéaux et surtout victimes expiatoires, cette nouvelle eschatologie économique, depuis 2008, construit actuellement, dans le discours politique, médiatique et parfois même artistique, le récit fondateur, lénifiant et consensuel d'un désastre annoncé auquel seule la doctrine économique dominante semble imperméable, verrouillée dans les dogmes d'un néolibéralisme aveugle. Au sein d'une telle configuration historique, le théâtre, tel qu'il se pratique et s'écrit aujourd'hui, refuse de donner le change, quitte à redéfinir les règles du jeu artistique et à altérer profondément son propre dispositif esthético-idéologique. Trois évolutions remarquables semblent dès lors se profiler. D'abord, la prise à partie du théâtre comme espace public délibératif susceptible de penser la crise de façon exogène en l'absence d'explications endogènes satisfaisantes. Ensuite, le grand retournement herméneutique qui encourage l'économie, on en parlait hier en ouverture, à prendre le spectacle vivant pour modèle de ses propres redéploiements théoriques, fait tout à fait important. Et enfin, l'émergence d'une dramaturgie de l'économie tout à fait nouvelle également, qui tranche avec les dramaturgies de l'échange et de la production en vigueur depuis au moins la fin du XVIIe siècle, et se saisit d'une forme inédite dans l'histoire du capitalisme d'organisation d'échange et de production de la valeur. Cette dramaturgie de la crise économique, propre à un certain type de théâtre appelé par certains post-dramatique, révèle d'une poétique commune et d'un dispositif esthétique, mais aussi idéologique, qu'on peut réduire à deux positions principales, dont je vais essayer d'esquisser les contours, en trois temps. Tout d'abord, en envisageant la question du théâtre comme témoin privilégié de la crise, à travers l'analyse d'un certain nombre de discours politiques et médiatiques, qui vont biaiser en quelque sorte le jeu. Ensuite, le théâtre comme explication de la crise à travers un certain nombre d'installations provisoires, de dispositifs performatifs tout à fait récents. Et enfin, la question de l'exhibition des de la crise au sein des nouvelles dramaturgies dont je parlais à l'instant. Face à une telle contradiction historique, le théâtre est donc mis en demeure non seulement de fournir des explications, qui font cruellement défaut dans d'autres secteurs, mais encore de renégocier le pacte de créance, rudement mis à mal par une histoire qui, une fois encore, apparaît comme celle des vainqueurs. Les suites de la crise de 2008 ne le prouvent que trop. Un tel impératif politique inspire au théâtre public en particulier une programmation à la fois tournée vers un certain répertoire oublié d'œuvres violemment satiriques à l'encontre de la plutocratie contemporaine et vers des œuvres de circonstance qui permettent au Figaro, comme quoi on ne pourra pas me reprocher de prendre des journaux qui sont directement en adhésion avec ma thèse, de titrer « De nouveau, le théâtre parle de l'argent », oubliant quand même toute une filiation héritée du XVIIe siècle. Conjointement à ce mouvement, hommes de spectacle et institutions théâtrales sont mobilisés pour chercher à penser la crise économique, comme au Théâtre du Rond-Point, en 2009, le cycle « Vive l'économie !». C'est donc par la représentation théâtrale qu'est structurée l'opinion publique vivement ébranlée dans ses certitudes par la crise récente. Cette double tendance est particulièrement visible dans la saison 2009-2010 de la Comédie Française, analysée par son conseiller littéraire de l'époque,
en ces termes. Il est bon de ne pas laisser ce sujet entre les mains des seuls financiers. Le théâtre a la faculté de faire réfléchir autrement que du point de vue de l'économie. Alors, donc, on voit bien la dimension programmatique de cette déclaration, qui coïncide avec le fait que l'institution déclare fil rouge, pour reprendre sa terminologie de sa saison, l'argent, qui inspire donc notamment une commande d'écriture à 10 jeunes auteurs contemporains consacrés à cette thématique. Les contraintes d'écriture qui leur sont imposées ont cependant de quoi surprendre, puisqu'il s'agit, je cite, le recueil de ces textes qui a été publié et non représenté, ce qui a aussi de quoi interroger, éviter le monologue, réduire à 4 maximum le nombre de personnages, ce qui évidemment compromet d'emblée toute forme d'épicisation et de structure chorale propre à un certain nombre de spectacles dont je vais parler ensuite et qui sont à même de questionner en profondeur la représentation de l'économie. La justification d'un tel projet, aussi louable soit-il, commande d'écriture, est des plus significatives. Elle entremêle l'économie du spectacle et le spectacle de l'économie et trahit une fascination certaine pour l'objet qu'elle est censée décrire, voire interroger et mettre en crise. Je cite, cette fois-ci, le secrétaire général de l'institution, « Le nerf de la guerre, l'argent, centre nerveux des relations sociales, sang du corps professionnel, on en parlait ce matin, fluide vital de la consommation. L'argent, comme les maladies, parallèle intéressant, passe de main en main. Un lien possible et sans odeur, dit-on, entre les êtres, nerfs de toutes les guerres. Il se transforme, se gangrène, se soigne, s'attrape n'importe où, ou parfois n'importe comment, avec n'importe qui. Je n'invente pas, franchement. Je n'invente rien. L'argent, comme l'air respiré au travail, semble aussi essentiel, constitutif, fondamental, moteur émotif, à la fois sujet, objet et objectif. Donc il avait lu Simmel. Comme Dieu, parallèle intéressant également, l'argent est partout, mais affiché, toujours présent, même dissimulé, c'est donc pas un Dieu caché. Et même encore plus spectaculaire et visible dans son absence, on oserait dire diaboliquement. Donc là, c'est assez fascinant parce qu'on retrouve tout à fait une certaine phraséologie, une certaine rhétorique qui était déjà celle de la presse périodique à la fin du XVIIe siècle sur le sujet. La métaphore filée de la contamination collective, malheureusement d'une actualité tout à fait troublante, a vocation à la fois dépréciative et laudative, soutient une conception ouvertement magico-religieuse de l'économie qui contraste fortement avec l'ontologie politique qui suit immédiatement la citation, où l'argent est qualifié de moyen inévitable et présenté comme un bien de première nécessité. L'argent, comme l'eau et le corps, peut manquer jusqu'à la mort. Fine observation. Elle est donc présentée comme une finalité dernière, un équivalent axiologique et un instrument incontournable de domination. Il est surtout décrit comme un objet éminemment théâtral, au prix d'un glissement entre catégories esthétiques et socio-politiques. Cependant, la louable intention de confronter, je cite de nouveau, notre société à son fluide nerveux, métaphore sur laquelle on travaille depuis ce matin, en prise avec notre temps, notre monde, nos préoccupations, est finalement placée au service d'un devoir d'inventaire, d'une bonne conscience citoyenne autant soucieuse de rétablir le consensus au sein du corps social mis à mal, quitte à occulter la crise en prétendant l'aborder de plein fouet à travers les moyens propres du dispositif théâtral. Se gardant bien de remettre en cause les présupposés idéologiques, politiques et éthiques du pouvoir conféré à l'argent, qui sont tout à fait repris presque littéralement, une telle conception dominante dans l'offre théâtrale des années 2008-2010, cette fois-ci dans l'ensemble, une perspective plus large, réduit ainsi le spectacle à une fonction thérapeutique d'exutoire et de guérisseur de l'épidémie de comportement collectif irrationnel. De ce point de vue-là, ça suit un parcours tout à fait similaire à l'utilisation du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal dans les entreprises pour les stages de cohésion cadre. Il y a toute une espèce de choses assez intéressantes là-dessus. Deuxième point, donc, le spectacle comme explication de la crise. À une telle contradiction s'ajoute donc la profonde reconfiguration actuelle des relations entre spectacle et économie. Longtemps vécue sur le mode de l'incompatibilité, voire de l'antagonisme, on en parlait hier, elles connaissent paradoxalement aujourd'hui un renversement herméneutique à la faveur de la crise du spectacle vivant depuis notamment la réforme sinistrement célèbre du régime d'intermittence en 2003 en France et du redéploiement des politiques culturelles de démocratisation théâtrale vers le dogme de la culture pour chacun. De secteur archaïque de l'économie, le spectacle vivant, structurellement déficitaire comme on le sait, évoluant dans une économie de l'incertitude, est actuellement considéré par un certain nombre de sociologues et d'économistes, toutes tendances confondues, c'est là le point, comme l'avant-garde d'un néo-capitalisme tendant à faire de son mode spécifique d'organisation du travail créateur, de l'innovation et de l'invention, le modèle d'une nouvelle organisation possible à grande échelle de la production et des échanges, la source d'une nouvelle accumulation de la valeur, voire monopolisation de la valeur.
C'est toute l'ambivalence de la question du capitalisme cognitif dont on parlera ultérieurement. Face au naufrage du néolibéralisme, le théâtre et les arts, victimes privilégiées de l'idéologie utilitariste, sont ainsi présentés comme des vecteurs et des moteurs de l'économie de l'immatériel et du capitalisme cognitif émergent. Je passe 3 pages. Au moment même où les sciences humaines et sociales élaborent des articulations nouvelles entre spectacle et économie, les scènes montrent des œuvres écrites rapidement à la faveur des circonstances qui sont tout à fait significatives pour notre réflexion. Tel est le cas d'Enron, déjà cité en 2009, qui, pour évoquer l'affaire Enron, multiplie les inserts musicaux, les séquences chorégraphiques, les interventions vidéo et les effets spéciaux, ou encore de The Power of Yes, représenté en 2010 à Londres. En France, on assiste à un phénomène comparable avec le diptyque mis en scène par Daniel Benoît au Théâtre National de Nice en 2009, associé à une rencontre intitulée « Les artistes en crise, un an après ». Le metteur en scène affirme en effet qu'il, je cite, « ne pouvait pas imaginer répéter à Marivaux, qui pourtant selon moi est un bon antidote à la crise, dont il a lui-même été victime en son temps, ou du Musset au moment où le monde tel qu'il était, établi depuis 40 ans, s'écroulait, ni même une pièce très contemporaine dont le sujet n'aborderait pas l'arrogance financière et la pulsion de mort qui agite le système capitaliste ». Fin de citation. Ce projet ambitieux a donné naissance en effet à la mise en scène simultanée de Ada, l'argent des autres, adaptation d'une œuvre américaine d'il y a une vingtaine d'années montrant la transition douloureuse entre capitalisme industriel et capitalisme actionnarial, et également le roman d'un trader, inspiré à Jean-Louis Bauer par l'affaire, la sinistre affaire Kerviel, qui s'ouvre sur la défenestration du jeune financier de 25 ans supposé avoir à lui seul la responsabilité de la catastrophe spéculative majeure de ces années-là, et qui reprend dans une esthétique tout à fait comparable au film qu'on a vu hier, une dialectique descendante de la chute du capitalisme annoncée, où le spectre, à peine mort, revient hanter, le spectre donc du trader revient hanter l'ensemble des personnages de la pièce et des milieux de l'argent. Plus intéressant est encore l'installation intitulée « Une micro-histoire économique du monde, dansée », mise en scène à partir d'une série d'ateliers d'écriture créative en 2010 par Pascal Rambert au Théâtre de Gennevilliers. Dont la dimension heuristique est beaucoup plus clairement assumée par le dispositif théâtral. Sur un immense plateau nu, une cinquantaine de comédiens et de choristes amateurs rejouent les moments les plus quotidiens de leur existence, cependant que 4 performeurs interprètent une série de tableaux historiques illustrant l'histoire économique commentée au micro par le philosophe Éric Méchoulan, lui-même responsable d'un séminaire éthique et économie politique au Collège international de sociologie. On voit donc successivement défiler sur scène une scène mettant en présence un armateur, un capitaine, un marchand et un assureur dans une maison de café anglaise dans les années 1720, l'utilisation de la pascaline pour fonder les premiers calculs de perception de l'impôt et des taxes, Adam Smith lui-même venant justifier le principe de l'individualisme possessif, et enfin une scène d'expulsion d'une famille noire en juillet 2008 à Détroit à la suite de la crise des subprimes. Revendiquant le droit de savoir devant un public composé de gens du quartier, d'intellectuels parisiens, de spécialistes du marketing relationnel et émotionnel, produit par la nouvelle économie de l'immatériel, le spectacle mêle étroitement paroles spontanées et revendications politiques proférées au micro par les participants aux ateliers. Donc il y a un entrelac, un montage au sens cinématographique à la fois de ces paroles de la rue, de ces scénettes de performeurs qui miment les grands moments de l'histoire des idées économiques, des interventions philosophiques écrites et commenté en temps réel par le philosophe, entrecoupé de textes de Montaigne et de Mallarmé, qui est convoqué pour l'occasion, c'est tout à fait intéressant, et enfin de mouvements chorégraphiques sur des musiques originales d'Alexandre Meyer, entrecoupées par Bach et Bob Dylan. Conçue avec pour seul mot d'ordre la volonté de savoir, la proposition artistique se présente comme un projet politique de réappropriation citoyenne de l'économie. Je cite, « Perpétuelle menace au-dessus de nous, hors de nous, l'économie règne sur nos existences. Le pire de la servitude, ne pas savoir, ne pas comprendre, être livré tout nu au pouvoir brut de la production et de la marchandise, ballotté d'une crise à l'autre comme un bateau ivre. » De nouveau, la poésie nous donne la clé. Le metteur en scène
puise dans les récits archaïques les fondements d'autres paradigmes où se rencontrent réel et fiction. Son intérêt pour l'économie et ce qu'il appelle sa défiguration génère un spectacle qui prétend fonder une communauté interprétative autour d'un dispositif permettant de mélanger du réel très brut et de la fiction très élaborée, du savoir à un espace de non-savoir, à seule fin de, je cite, « montrer le combat des gens ordinaires et de redonner corps, voix, mouvement à l'abstraction de la croyance économique ». Il y a une sorte de stratégie de réincarnation de cette abstraction. Cette grande fresque brute, proche d'une installation d'art contemporain, extrêmement plastique, exacerbant une théâtralité revendiquée comme telle, repose donc sur la métabolisation de l'économie. Il s'agit de traduire les états du corps qu'induisent les rapports sociaux dont les conflits traversent les corps, de montrer qu'il est possible de réinventer des formes de production nouvelles. La stratégie artistique consiste donc à réincarner la fiction économique, à déconstruire en temps réel, à travers une dramaturgie en action, les procédés agissant de scénarisation au moyen de bulles d'histoire. Le spectacle est donc à même de révéler l'économie des affects, dissimulée sous le modèle productiviste de l'économie de marché et de son individualisme possessif. L'avantage, je cite, du théâtre est que l'on y fait des rencontres. Pourquoi le fétichisme de la marchandise et des corps au travail ne retrouverait-il pas le travail des corps et le fétichisme des goûts propres à la représentation théâtrale? Économie et spectacle participent en fait d'une même crise, d'un même processus d'aliénation, ce qui pousse l'auteur à voir dans Adam Smith, je cite, « le premier situationniste de l'histoire ». On pourra peut-être débattre là-dessus. Il s'agit donc par ce spectacle, qui n'est ni une fiction qui retracerait la vie d'un grand penseur ou d'un trader, comme on l'a vu tout à l'heure, ni d'une fable moralisante, ni d'une pièce à thèse sur l'adhésion ou la non-adhésion au système économique actuel, mais il s'agit d'être acteur d'une immense fiction financière sur le plateau. Le spectacle manifeste par la présence par la présence obsessionnelle du corps, d'un collectif qui fait masse, d'objets affectifs. Chaque participant à l'atelier était amené à choisir un objet lui étant personnel, constitué en accessoire de jeu, une compréhension physique, je cite, suante, artérielle, de nouveau la métaphore du sang, du sujet sur le plateau et révèle les affinités électives entre esthétique et économie. Ce texte à trous, fruit de l'agencement de systèmes collectifs d'énonciation, de l'interaction entre des micro-fictions et des micro-prélèvements du réel, organisés en séquences dramaturgiques à la manière du cinéma, débouche sur une forme où l'on ne montre pas tout. L'enjeu n'est donc ni de redoubler l'ostentation de la marchandise par son exhibition complaisante, ce qui est le cas d'un certain type de théâtre, ni de sombrer dans les virtualités enchâssées de la fiction économique déréalisante, aussi bien pour les rapports sociaux de domination au sein du dispositif productif que pour les inégalités réelles de conditions engendrées par l'utopie néolibérale. L'installation in vivo fait donc du plateau un espace transactionnel susceptible de mettre en situation une grande fiction où le spectacle s'interroge sur la signification de ses propres modes opératoires, du côté de l'acteur d'abord, par le fait de vendre son image, d'accepter la prestation de service au fondement de sa propre performance, l'exhibition de son corps pour de l'argent, et du côté du spectateur, le fait de consentir à payer cette performance corporelle et vocale, d'accepter les termes d'un échange, même tacite, d'évaluer le degré de satisfaction escompté en fonction du prix de la place. Au-delà des analyses symptomales, le théâtre contemporain se saisit de la crise à travers un dispositif esthético-idéologique qui lui est propre. Ce sera mon troisième point, le théâtre comme exhibition de la crise à travers des dramaturgies économiques. Les nouvelles écritures scéniques sont en effet innervées par l'économie. Le théâtre actuel se caractérise par une disjonction au cœur de notre bifurcation historique, celle du refus de donner le change et de l'exhibition ostentatoire des mécanismes grippés de la croyance économique, des faillites de la convention monétaire. Un certain nombre d'œuvres offrent les premiers linéaments de cette évolution majeure du théâtre, d'un certain type de théâtre post-dramatique, puisque depuis le début du XXIe siècle notamment, et à plus forte raison depuis les 3 dernières années, on assiste à la mise en place tout à fait stupéfiante d'une structure poétique commune à ces dramaturgies de la crise économique. On peut isoler 2 postures critiques
à la fois symétrique et en même temps congruente. Tout d'abord, les dramaturgies du débord, ce que j'appelle les dramaturgies du débord, qui se focalisent sur les variables réelles de l'économie, sur la marchandise et son pouvoir de contamination, et reposent sur une stratégie d'exténuation du paradigme libéral et utilitariste par l'effet de saturation de ses propres principes, et en particulier des excès de sa rationalité instrumentale. Elles prennent volontiers pour cadre le cercle vicieux de l'entreprise, comme dans l'œuvre de l'ancien président de Gilets de France, Michel Vinaver, Par-dessus bord, par exemple, prend ainsi une entreprise leader dans le secteur du papier toilette pour cadre d'un récit parabole où, je cite Vinaver, « l'excrément est une bonne métaphore du capitalisme, il tire sa force du renouvellement constant des déchets », art du recyclage des restes dont on parle depuis ce matin. Sous couvert de dénoncer les nouvelles formes d'aliénation dans le travail, de précarisation, voire de paupérisation dans l'emploi, de dénoncer un nouvel âge des inégalités qui met en échec le cadre éthique de la justification utilitariste, ces pièces, dont le sujet de prédilection est l'usine, développent souvent une dramaturgie de la matière première, je cite, du texte brut, comme dans La vie de marchandise de William Pellier. Sans personnage ni action, au-delà de toute convention aussi bien typographique que stylistique et dramaturgique, abolissant jusqu'à l'intention d'auteur pour laisser place au, je cite, creuset de la mise en scène, destiné à modeler et configurer cette matière. Ce sont souvent des fables de la dépossession des corps, mais aussi des consciences, de la réification dans le travail aliéné, comme Débrayage de Rémy DeVos, exhibant une sorte de mécanique du vivant, de fabrique du conformisme, proche des procédés industriels de production de masse, soucieuse avant tout de montrer la mécanique sociale au fondement de nos rapports de production et d'échange modernes. La dramaturgie se fait dès lors compulsive, itérative, séquentielle, mécanique, segmentée, contraignant les corps aussi bien que les esprits, comme dans La mineure de Philippe Tostin en 2005, voire dans Crise de mer 2010, ou selon d'autres procédés, dans L'homme en faillite de David Lescaut. Cette structure biomécanique des gestes, cette dimension hachée, entrecoupée des paroles, peut même dégénérer en une fable tragique de dévoration, comme dans Les enfants de Saturne d'Olivier Py, ou L'ordinaire, de nouveau, de Michel Vinaver, filant la métaphore du pouvoir dissolvant, de fragmentation de l'individualisme possessif au fondement de l'économie politique moderne. Il s'agit en effet d'une pièce où, après un crash aérien réunissant de grands banquiers, les gens sont amenés à finir par se dévorer entre eux. Belle métaphore donc du capitalisme managérial. Dans Morceau choisi, enfin, de Carole Fléchette, une jeune femme vend son corps, ses affects, ses souvenirs incorporés aux enchères. C'est donc à travers la métabolisation des formes modernes de l'exploitation, de l'échange, de la marchandisation de toute chose, qui est ainsi exhibé ostensiblement l'intérêt nouveau pour ce qu'on appelle pudiquement le capital humain, exténuant le paradigme libéral par un passage à la limite, aux frontières de l'insoutenable, sollicitant, au moyen d'un dispositif souvent choral et d'un système d'énonciation collective, le seuil d'intolérance du spectateur et sa capacité de réaction aux excès d'un mode d'arraisonnement du vivant et de l'esprit, de mobilisation et d'affrontement symbolique. Deuxième et dernière stratégie, à la fois inverse et symétrique, ce que j'appelle les dramaturgies du revers, qui cristallisent cette fois sur la spéculation et les valeurs virtuelles de l'immatériel, l'essentiel de la critique des dérives de la croyance économique, des effets autoréalisateurs de ces affabulations, la fable libérale, et de l'utilisation abusive de l'art de raconter des histoires en régime de mythocratie. Ces pièces mettent en scène l'économie des affects au fondement de nouvelles pratiques de management et de marketing dont on a esquissé les contours ensemble depuis hier, qui usent et abusent des ressources du storytelling pour mieux formater les esprits. Tel est le cas de Manuel Antonio Pereira dans Mythmaker ou l'obscénité marchande 2010, dédié à la fois, ce qui est assez curieux, à Marx et à Christian Salmon, auteur donc de l'ouvrage sur le storytelling, qui démontre les rouages du système de croyances et de récits sur lequel s'appuie le capitalisme actuel pour générer des besoins artificiels et des désirs subsidiaires dans un moment où l'économie se caractérise, pour certains en tout cas, par une crise de surproduction et bascule progressivement de l'économie de subsistance vers l'économie de surabondance. Joël Pomera, dans Les Marchands, qui met en scène une employée littéralement corsetée, au sens propre comme au figuré, dans son travail, aussi bien que dans sa vie, s'en prend à la valeur travail, ce qu'il appelle mythe déclinant de notre modernité, à travers une machine théâtrale, au propre comme au figuré, considérée comme l'invention d'un nouveau mode de production qui se manifeste par l'épicisation d'un dispositif spectaculaire reposant sur la contradiction permanente entre le récit et une voix off présentée comme authentique,
et la pantomime muette, saccadée, de personnages crépusculaires qui n'ont de cesse de la contredire et de briser l'unité apparente du récit et des pratiques, la cohérence imposée de la fiction économique. Dans Chambre froide, et ça sera ma conclusion, qui est mis en scène là depuis à peine une semaine au théâtre de l'Odéon, Joël Pomera récidive à travers un dispositif soucieux d'expliciter l'homologie entre économie et spectacle, puisqu'un patron d'épicerie lègue son entreprise à ses employés, sous condition qu'il consente à lui révéler ce qu'il ignore de lui-même, intéressant, au moyen d'une pièce de théâtre. Dans un décor à Rennes, la scénographie est constituée de gradins circulaires qui vont enserrer la scène, se déploie le récit parabole, formaté volontairement réduit au format d'une série télévisée, qui interroge à la fois le fantasme prométhéen du dirigeant, constitué en maître de cérémonie, qui manipule ses employés comme un metteur en scène, et le spectateur qui paye pour ce service culturel de la performance théâtrale. Dès lors, le dispositif spéculaire reconfigure la séance délibérative en espace public oppositionnel structuré par la représentation théâtrale. Je vous remercie.